Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Lorsque la France entre en guerre le 3 août 1914, l'opinion publique pense que la victoire sera obtenue avant l'automne, au pire avant Noël. Car après sa cinglante défaite de 1870-1871, l'armée française a adopté une mentalité résolument offensive sur laquelle elle compte pour battre rapidement son adversaire. Or, après quelques succès en faux semblants remportés en Alsace début août, les premières batailles sont de cruelles et sanglantes désillusions. Retour sur la journée tragique du 20 août 1914 avec Éric Labaille, docteur en histoire et spécialiste d'histoire militaire, pour évoquer 3 batailles dont l'issue aurait bien pu entraîner la défaite française. J'ai nommé les batailles de Morhange, d'Uzes et Sarrebourg. Bonjour Éric Labaille. Bonjour Cédric Delaunay. Donc on connaît tous le plan Schlieffen, qu'on va rappeler en quelques lignes. Le plan Schlieffen est un plan qui a été établi dans les toutes premières années du XXe siècle par son concepteur, le maréchal von Schlieffen, qui consiste à fixer, alors désolé pour le terme un peu technique, fixer les armées françaises face à la Lorraine et à l'Alsace et entamer un vaste mouvement tournant en passant par le Luxembourg et surtout la Belgique, de manière à les encercler et foncer directement sur Paris et créer une grande nasse à l'est de la France dans laquelle seraient prises au piège les armées françaises. Ce à quoi répond le plan 17 français. Alors le plan 17 n'est pas un plan de guerre, c'est un plan de mobilisation et de concentration, donc ce n'est pas, à l'inverse du plan Schlieffen, un plan qui prévoit le déroulé des opérations. Il prévoit simplement l'emplacement que devront occuper les 5 armées françaises, les premiers objectifs et la direction générale de marche. Ce n'est pas donc quelque chose de plus ambitieux que cela. C'est un plan qui a été élaboré à partir de 1911, qui a été particulièrement travaillé, ce qui fait que lorsque la guerre commence, à l'inverse de 1870, la mobilisation et la concentration des troupes françaises est absolument parfaite. Il n'y a pas de... il y a bien quelques couacs par-ci par-là, mais il n'y a pas de problème général comme avait pu l'être la mobilisation de 1870. Tout se passe très bien parce que tout avait été anticipé. Et donc en Lorraine, les ordres d'état-major sont clairs. Les ordres de l'état-major sont clairs à la fois en Lorraine et en Alsace, enfin dans le sud de l'Alsace, notamment dans le Sundgau, puisqu'il s'agit de foncer tout droit. Tout simplement. On considère que l'armée française dispose de la supériorité numérique, de la supériorité tactique et de la supériorité de feu. Je vous rappelle que l'armée française a tout misé sur une arme révolutionnaire qui est le canon de 75 et que ce canon de 75 qui est puissant, précis, maniable, qui a toutes les qualités possibles, est censé assurer une supériorité absolue d'une armée en campagne selon des principes de guerre, disons, hérités de la période napoléonienne. Et donc il y a des objectifs qui sont fixés, Sarrebourg, Morhange. Alors des villes, oui, ce sont les premiers objectifs, les premières villes à atteindre par cette offensive. Donc Sarrebourg au sud, Dieuze au centre et Morhange au nord, qui sont les premières villes, je dirais symboliques, qu'il convient de conquérir, avant ensuite d'obliquer sans doute soit vers la plaine d'Alsace, soit vers la Sarre. Mais ça, l'histoire ne nous dit pas ce qu'il aurait pu en être. Oui, parce que la résistance allemande est là. Et oui, on s'y attendait pas vraiment. On s'y attendait d'autant moins que les moyens employés dans ces 3 batailles simultanées sont absolument considérables. Considérables notamment en termes de qualité des troupes employées. Pour prendre le cas de la bataille de Morhange, qui est celle qui se situe le plus au nord, elle implique le 20e corps d'armée. Alors le 20e corps d'armée aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne dit
pas grand-chose à nos contemporains, mais c'est à l'époque l'un des meilleurs corps d'armée français. C'est celui qui gardait la frontière de l'Est, qui est commandé par un général prometteur, puisqu'il s'appelle Ferdinand Foch. C'est un corps d'armée qui est composé des meilleures troupes de l'armée française, des troupes les plus aguerries, de troupes qui ont subi des programmes d'entraînement extrêmement intensifs. Donc on a véritablement la fine fleur de l'armée française. Face à cette fine fleur de l'armée française, les Allemands ne peuvent pas résister, ce n'est pas possible. Eh bien, ils vont résister et 17 jours après l'entame de la guerre, le 20 août, ça va mal. Oui, l'offensive générale est déclenchée peu après le 15 août. Les premiers jours se passent relativement bien. On entre en territoire allemand, ce qui veut dire dans le département de la Moselle actuel. On entre en territoire allemand, il y a des combats d'arrière-garde, mais donc globalement, les troupes avancent. Et le 20 août, les choses vont changer. Les choses vont changer parce que les Allemands avaient parfaitement prévu l'attaque française, ils avaient parfaitement prévu les positions de repli, leur position de repli, ils avaient parfaitement prévu surtout les plans de tir. C'est-à-dire que lorsque l'armée française s'avance à une certaine distance de sa frontière, elle est écrasée par une pluie d'obus à laquelle elle ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que la France avait, je l'avais dit tout à l'heure, misé sur le canon de 75, qui est une arme effectivement d'une très très grande qualité, très moderne pour son époque, qui a un défaut, c'est que le canon de 75 tire moins loin et des projectiles moins puissants que un de ses équivalents allemands, qui est le canon de 105 millimètres. Le canon, un type d'artillerie qui n'existe pas en France, qu'on appelle l'artillerie lourde de campagne. Les Français n'ont pas d'équivalent de ça. Et ce qui fait que l'infanterie française se retrouve bombardée alors que son artillerie ne peut pas répliquer, n'est pas en mesure de répliquer. C'est comme ça que commence l'ensemble des engagements dont nous parlons aujourd'hui, que ce soit Dieuze, que ce soit Morange, que ce soit Sarrebourg. Les combats commencent par une supériorité du feu allemand sur le feu français. Et puis, ces histoires assez légendaires de pantalon Garance. Alors, je, je vais, on me pose souvent la question, je vais vous donner une réponse qui va peut-être pas être dans l'ordre de l'opinion publique, mais euh, le pantalon Garance, c'est un faux débat. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la teinte Garance du pantalon est beaucoup moins éclatante qu'un rouge, excusez-moi l'expression, mais qu'un rouge pétant que l'on pourrait imaginer aujourd'hui. C'est des rouges flashy, non, c'est pas du tout ça. C'est une espèce de rouge terne, un rouge un peu foncé, qui est beaucoup moins visible qu'on ne le dit. Et puis autre chose, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le soldat est équipé, est habillé avec ce que l'on appelle une capote. Une capote, c'est un vêtement unique de combat qui est long, qui descend jusqu'au mollet. Ce qui fait que lorsque vous pouvez avoir un pantalon Garance ou un pantalon jaune fluo, lorsqu'il est recouvert par un grand manteau gris de fer bleuté, donc c'est la couleur de la capote, ben vous ne le voyez pas. Mmh. Donc le débat du pantalon Garance est un faux débat. Alors oui, le pantalon Garance est d'un autre âge, il n'a rien à faire sur un champ de bataille contemporain, moderne, mais l'effet létal du pantalon Garance comme étant quelque chose que l'on voit de loin est véritablement à nuancer, sinon à oublier complètement. En revanche, l'armée française possède un petit accessoire qui la rend parfaitement vulnérable aux tireurs allemands, c'est la plaque de ceinturon. Une plaque en cuivre poli qui brille de tous ses feux au soleil d'août. Là, par contre, et c'est pile sur le ventre, autant dire, c'est là qu'il faut tirer. Mais il faut vraiment relativiser le cas du pantalon Garance. Ça a été pas une idée reçue, mais ça a été une idée qui a été abondamment divulguée entre les deux guerres notamment, et sur laquelle il faut véritablement rester nuancé. Et donc les pertes sont effroyables. Les pertes sont absolument effroyables. Alors, on n'a engagé que 3 corps d'armée, hein, donc les 3 corps d'armée plus les unités de réserve adjacentes, mais pour ces 3 corps d'armée, les pertes sont effroyables, mais elles annoncent déjà ce qui va se passer 2 jours plus tard avec la fameuse bataille des frontières, le 22 août, qui est le jour le plus meurtrier de la guerre avec ses 27 000 morts. Mais oui, là, on se trouve et on se trouve dans une situation qui dépasse l'entendement du commandement français. On avait tout prévu. On avait prévu l'attaque à la baïonnette, on avait prévu les charges de cavalerie, on avait prévu le mouvement de l'artillerie, le mouvement des feux d'artillerie. Tout était prévu, sauf qu'on n'avait pas prévu de se retrouver ainsi maintenu à distance par une armée qui est
quasiment inaccessible. Enfin, il peut y avoir des combats localisés, mais dans l'ensemble, l'infanterie française est écrasée sous le feu, que ce soit le feu des mitrailleuses, le feu de la mousqueterie, donc des fusils, ou le feu de l'artillerie. Et donc chaque assaut, en fait, se solde par des pertes colossales. Chaque assaut se solde par des pertes colossales. L'infanterie ne peut pas progresser. L'artillerie ne peut pas s'approcher à distance pour tirer, puisqu'elle est dominée par l'artillerie lourde allemande. Et effectivement, c'est une désillusion totale. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Question qui peut paraître un peu stupide, mais on ne savait pas qu'ils avaient des canons de 105 On savait, mais on a négligé. On a négligé, c'est le principe même d'une armée trop confiante dans ses forces. On parlait à l'époque de force morale, on considérait que les forces morales d'une armée primaient sur tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une armée a la force morale nécessaire pour pouvoir entreprendre une action, cette force morale va lui faire traverser toutes les épreuves et va permettre de venir à bout de tous les problèmes, même si ce sont des problèmes matériels. Alors on avait beau avoir des voix discordantes avant 1914, comme celle du général Lanzac, qui avait une formule lorsqu'on lui disait mais attaquons, attaquons, il dit oui, oui, attaquons, attaquons, comme la lune. Ou Pétain qui disait attention, le feu tue. Mais ces gens-là n'étaient pas vraiment pris au sérieux. On leur disait non, attendez, quand on veut, on peut. La volonté française. Et c'est pas aussi le maintien d'une stratégie purement offensive, j'allais dire à la napoléonienne, genre on avance les petits soldats sur le champ de bataille, on avance, et puis sans prendre en compte en fait l'augmentation de la puissance de feu liée tout au long du 19e siècle qui augmente la létalité des armes. Alors, pas vraiment, parce que la stratégie napoléonienne, c'est la stratégie de la manœuvre. Et là, on n'est pas dans une idée de manœuvre, on fonce tout droit. Tout direct. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'aboutissement d'une vingtaine d'années de réflexion tactique, et c'est surtout l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération d'officiers. On les a surnommés les jeunes Turcs. En 1911, c'est les fameuses conférences du lieutenant-colonel de Grandmaison qui expliquent que l'offensive, la volonté d'attaque d'une armée lui permet de remporter les plus grands succès. Et en cela, il a raison. Mine de rien, ces préceptes vont être repris en 1940 par les Allemands. Et on voit ce qu'il en est arrivé. Donc, il a raison. Sauf que il disait aussi d'autres choses dans ses conférences Grand Maison. Il disait attention, c'est bien gentil d'attaquer, mais il faut être prudent. Il faut de la reconnaissance. Il faut des avant-gardes. Il faut des flancs-gardes. Il faut bon, tout ça. Et tout ça, ça a été oublié par des officiers qui sont allés encore plus loin que lui dans le principe, hein, et qui vont, je dirais, dévoyer ces principes pour en faire l'offensive, ce qu'on appelait l'offensive à outrance, et qui va avoir comme corollaire en 1913 la publication de nouveaux règlements disant l'armée française revenue à ses plus pures traditions ne connaît que l'offensive. Et ça, c'est une déviance, en fin de compte, d'une pensée militaire qui était extrêmement stimulante, qui a donné lieu à des débats passionnés avant 1914, et qui, entre 1911 et 1914, va être prise par des officiers qui, une vision un peu romantique de la guerre, mais complètement décorrélée, effectivement, du côté technique. Oui, une mitrailleuse, ça tue, et c'est fait pour ça, d'ailleurs. Un gros offensive le 20, sauf que le 21, les populations moselanes qui avaient accueilli avec beaucoup d'enthousiasme l'arrivée des soldats français, voient repasser ces mêmes soldats moins nombreux et dans l'autre sens. Oui, on peut pas tenir, on ne peut ni tenir les positions sur lesquelles on est arrivé, ni espérer pouvoir déboucher. Donc, il faut ordonner le repli général. Donc ça, c'est la responsabilité du général de Castelnau, qui commande la 2e armée, qui ordonne ce repli général. Alors, oui, c'est indispensable, il faut se replier. Mais se replier jusqu'où? Va-t-on se replier jusqu'aux portes de Nancy pour défendre Nancy? Va-t-on se replier au-delà de Nancy pour essayer d'avoir une ligne de défense cohérente? Là, la question reste entière. C'est-à-dire que lorsqu'il donne l'ordre de repli au 21 août, Castelnau est incapable de savoir jusqu'où ce repli va se poursuivre. Et donc, dans ce terrible échec, il faut incriminer un certain nombre de personnes. Et très clairement, l'attitude du général Foch est mise en avant, et alors que le haut commandement va rejeter l'affaire sur les soldats du Midi. Alors, c'est quoi cette histoire des soldats du Midi?
Foch était un partisan de l'offensive à outrance, une personnalité assez complexe, qui est à la fois un grand intellectuel et quelqu'un dont l'impulsivité va conduire à des excès pendant toute la guerre. Oui, il a lancé son 20e corps dans des conditions un peu légères, et il en paye les pots cassés. Bon, ça lui vaudra quand même d'être promu et de commander la 9e armée quelques jours plus tard, hein. Ça n'a pas entravé sa progression. Quant à l'affaire des troupes du Midi, ben c'est toute une histoire qui est assez longue, assez complexe, où dans les semaines qui vont suivre, on va considérer que l'échec, alors là c'est à Dieuze, c'est pas à Morange, l'échec devant Dieuze est la conséquence du manque de pugnacité des troupes venues du Midi. Il faut savoir que le 15e corps d'armée qui se trouve face à Dieuze est originaire de Marseille, hein, donc de toute la Provence, hein, et que ces soldats du Midi, qui parlent avec un accent un peu différent du nord de la France, hein, ces soldats du Midi donc sont réputés comme étant moins combatifs que les soldats du Nord, ce qui n'est pas complètement faux. Je vous rappelle que le 20e corps, qui est le corps d'armée lorrain, est un corps extrêmement combatif, mais ce sont des hommes, les soldats du Midi, qui font leur devoir comme les autres, qui combattent aussi bien que les autres, qui n'ont pas lâché pied. Mais on les accuse de considérer que cette guerre n'est pas la leur, que ça se passe loin de chez eux, qu'ils défendent une région qui non seulement n'est pas la leur, mais qui est peuplée par ce que certains appellent les Boches du Nord, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas clairement qui sont clairement suspects d'être favorables à l'Allemagne, et n'ont pas envie de se battre outre mesure et lâchent pied à la première occasion. Ça va donner lieu à une campagne de presse, ça va se retraduire par des débats à l'Assemblée nationale, et pendant toute la guerre, d'une façon un peu perlée, malgré des démentis, malgré les faits, hein, qui montrent que non, le 15e corps d'armée n'a absolument pas démérité en 1914, pas plus qu'en 1915 ou en 1916, eh bien cette mauvaise réputation va revenir comme un leitmotiv pendant toute la guerre. Alors soit à l'échelle locale, j'ai par exemple des exemples je pense notamment à l'offensive d'Artois en 1915, de soldats qui écrivent à leur famille en disant: «Tu te rends compte, l'offensive n'a pas réussi parce que les gars d'à côté n'ont pas tenu, c'était des gars du Midi». En l'occurrence, c'était le 17e corps, le corps d'armée de Toulouse, et ces gars-là ne sont bons à rien, ils ne veulent pas faire la guerre. Et ça va rester comme ça pendant toute la guerre. C'est quelque chose d'extrêmement traumatisant pour les intéressés. Je vous renvoie à un excellent témoignage qui sont les carnets de guerre d'Alexis Caille, qui revient sur le sujet régulièrement tout au long de la guerre pour exprimer à quel point ces soldats, qui sont des soldats d'originaire de Nîmes pour la plupart, sont blessés par cette diffamation. Ce n'est qu'une diffamation. Et donc là, le sort de la guerre aurait pu basculer en quelques semaines, comme en 1870. Ah tout à fait, tout à fait. J'ai dit tout à l'heure que le général de Castelnau n'avait aucune idée de la façon dont il allait arrêter son repli après le 21 août, et c'est ce qui se passe. On a des journées dramatiques entre le 21 août, 27, 28 août, où l'armée française recule pied à pied. Ce n'est pas une déroute, ce n'est pas une défaite à proprement parler, c'est un repli, mais on va Coûteuse en hommes. coûteux, bien sûr, un repli coûteux en hommes, d'autant plus que pendant que l'on se replie face à Nancy, au nord, il se passe des événements dramatiques, puisque l'armée française a été battue le 22 août pendant la bataille des frontières, notamment la bataille de Charleroi, et que l'armée allemande commence à mettre en application son plan Schlieffen, c'est-à-dire tout simplement l'invasion du nord de la France. L'armée allemande s'empare de Cambrai, descend sur Péronne, descend sur Noyon, descend sur Compiègne, et Et les, plutôt que d'attaquer Paris, fait un mouvement tournant pour voilà, donc enfermer les armées ça françaises. c'est début septembre, il va y avoir un glissement qui va être favorable et que le général Joffre va parvenir à exploiter à son profit. Mais donc ce repli face à Nancy est extrêmement angoissant, parce que on ne sait pas où il va s'arrêter. Et si les Allemands prennent Nancy, en fait ils prennent une grosse ville de garnison, ils prennent une ville majeure, notamment sur la frontière. S'ils prennent Nancy, la place forte de Toul est menacée sur sa face est. Bref, c'est un chapelet de conséquences qui pourraient être gravissime pour la France. Et
heureusement pour les armées françaises et pour la suite de la guerre, le général de Castelnau va réussir à mener 2 batailles qui sont à la fois, simultanées et l'une va durer un peu plus longtemps que l'autre, qui est la bataille de la Trouée de Charmes au sud, qui va permettre d'arrêter les Allemands avant qu'ils atteignent, le sud de Nancy, et la bataille du Grand Couronné au nord, qui va fixer les Allemands sur les hauteurs au nord-est de Nancy. Eh bien, merci Éric Labaille pour ce tour d'horizon de ces terribles journées d'août 1914. Vous retrouverez cet événement et bien d'autres dans le livre Grande date de Moselle, écrit par Jérôme Estrada de Tourniel. Merci Éric. Merci Cédric. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.